Alors, la dimension du collectivisme, l'individualisme, fait référence au rapport de l'individu avec soi-même et au rapport de l'individu avec son ou ses groupes d'appartenance. Alors, on va distinguer deux pôles, donc le collectivisme et l'individualisme. Et les sociétés vont se situer quelque part sur le continuum. Le collectivisme va caractériser les sociétés où l'interdépendance, la loyauté et les relations sont au centre. Les liens entre les individus sont soudés et chacun est responsable des autres. Par ailleurs, l'intérêt du groupe va passer en premier, va passer avant celui de l'individu. L'individualisme caractérise les sociétés où l'autonomie, l'indépendance et l'épanouissement personnel sont au centre. Chacun est responsable de soi et les liens entre les personnes sont plus lâches. Aussi, dans l'individualisme, l'intérêt de l'individu passe en premier avant celui du groupe. Alors maintenant, comment l'individualisme et le collectivisme se manifestent dans la famille? Alors, dans le collectivisme, en partant, la définition de famille est plus large. En effet, il y a les parents, il y a les enfants, mais aussi les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, cousines. Comme aussi dans le collectivisme, comme ce qui est important, c'est donc l'harmonie, les relations. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va transmettre à l'enfant que l'affrontement direct et l'utilisation du nom est très mal vu. Aussi, on va montrer, puis on va faire en sorte que l'enfant se développe et se conforme à l'opinion des autres et à son rôle. Parce que ce qui arrive, c'est que dans le collectivisme, chacun a son rôle, chacun a sa position. Donc, pour maintenir cette harmonie puis maintenir les bonnes relations, chacun doit faire ce qui est attendu de lui. Aussi, ce qui est important dans le collectivisme, c'est que la prise de décision est une question familiale. Donc, il y a toujours les parents ou les grands-parents aussi qui vont être présents pour la prise de décision. Et ultimement aussi, le but ultime de l'éducation dans le collectivisme, c'est de faire en sorte que l'enfant grandisse et devienne un adulte interdépendant, loyal et qui pourra prendre en charge la famille ou ceux qui en ont besoin. Tandis que dans l'individualisme, déjà la définition de famille est plus nucléaire. En effet, il y a les parents et les enfants. Comme dans l'individualisme, l'autonomie est importante, les parents vont amener les enfants à tranquillement développer leur autonomie et développer leur goût et leur choix personnel. Un exemple, c'est qu'on va faire en sorte que dès petits, ils puissent choisir leurs vêtements et s'habiller tout seuls, commencer à préparer leur petit déjeuner tout seuls, etc. Aussi, dans l'individualisme, le conflit fait partie de la famille. C'est quelque chose de tous les jours. Et on va encourager les enfants à dire ce qu'ils pensent parce que c'est une preuve d'honnêteté et de sincérité. En fait, le but ultime de l'éducation dans l'individualisme, c'est de faire en sorte que l'enfant grandisse et devienne un adulte autonome, responsable, qui s'épanouisse personnellement et soit en cohérence avec lui-même. Comment cette dimension se manifeste-t-elle dans le système d'éducation? Dans le collectivisme, comme on a vu tout à l'heure, les décisions, donc le choix de carrière, tout ce qui a rapport à l'éducation, c'est un choix de famille. Ça va selon les besoins et l'intérêt de la famille. Aussi, ce qu'on va voir dans le collectivisme, c'est que le système d'éducation va viser à former ou va viser à montrer aux élèves, aux étudiants à comment faire pour qu'ils puissent devenir de bons exécutants. Aussi, comme l'harmonie et les relations sont importantes dans le collectivisme, les critiques faites en classe devant tout le monde ne sont vraiment pas utilisées parce que justement, ça va éviter que quelqu'un perde la face et donc on va maintenir les relations. Autre chose, c'est que dans le collectivisme, l'obtention des diplômes est très encouragée et valorisée parce que ça va permettre d'accéder à une classe supérieure et donc ça va peut-être assurer la prise en charge de la famille ou des membres de la famille qui en ont besoin, en plus d'être une grande fierté pour la famille. Tandis que dans l'individualisme, comme on l'a dit tantôt, c'est l'individu qui va faire son choix.
Donc, c'est l'individu qui va choisir sa carrière, c'est l'individu qui va choisir où est-ce qu'il veut étudier, dépendamment de ses intérêts personnels et de ses compétences personnelles. Puis ce qui va viser le système d'éducation, c'est de faire en sorte que les élèves et les étudiants apprennent à apprendre. Donc le processus est très important. D'ailleurs, ce que l'on va encourager, ce que l'on va viser, c'est que les étudiants, les élèves puissent développer et leur autonomie et leur esprit critique, développer leur opinion personnelle, développer leur initiative personnelle aussi. D'ailleurs, dans la classe, les critiques sont utilisées pour s'améliorer personnellement. Et par rapport au diplôme, ben, c'est plus vu comme un moyen d'accéder à des meilleurs salaires ou pour augmenter son estime ou le respect de soi-même. Et comment le collectivisme et l'individualisme se manifestent-elles dans le milieu de travail? Dans le collectivisme, on va voir que la relation est très importante et va passer avant la tâche, dans le sens que quand on crée une relation et on la nourrit, ça va créer un lien de confiance. Et plus le lien de confiance est bon et fort, et bien, la tâche va bien aller. Par ailleurs, tu sais, comme le lieu de travail et l'équipe de travail devient une deuxième maison, une deuxième famille, alors on va maintenir cette importance d'harmonie, cette importance de loyauté. C'est pour ça que dans le collectivisme, l'évaluation directe est peu utilisée, parce que on veut que personne ne perde la face et que les liens et les relations se maintiennent harmonieuses. Tandis que dans l'individualisme, ce qui est plus important, c'est la tâche. La tâche passe avant tout. Une fois que la tâche est faite, après on peut s'occuper des relations. Parce que ce que l'on veut dans l'individualisme, c'est que l'employé soit efficient, efficace, qu'il fasse preuve d'autonomie et d'initiative. Aussi, ce que l'on va remarquer dans l'individualisme, dans le milieu de travail, c'est que l'on va voir des formations qui sont offertes afin d'apprendre à exprimer ses émotions et de pouvoir donner et recevoir de la critique constructive. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand deux personnes de cultures différentes se rencontrent et travaillent ensemble? Prenons l'exemple de Jacques, qui est canadien, donc qui vient d'une société qui tend vers l'individualisme, et il travaille avec Lucille, une femme camerounaise, donc qui vient du Cameroun, une société qui tend vers le collectivisme. Si on demande à Jacques qu'est-ce qu'il pense de Lucille, probablement qu'il va nous répondre qu'il trouve que Lucille est une personne très sociable, très dévouée, mais qui parfois manque un peu d'autonomie et manque de participation, d'initiative. Ça se peut aussi qu'il nous dise que parfois il trouve qu'elle a la difficulté à recevoir de la critique constructive et qu'elle a de la difficulté à admettre quand elle n'a pas compris quelque chose. Maintenant, si on demande à Lucille qu'est-ce qu'elle pense de ses nouveaux collègues de travail, ça se peut qu'elle nous réponde qu'elle admire leur sens de la responsabilité, mais qu'elle trouve que la plupart de ses collègues sont froids, qu'ils manquent de chaleur humaine parce qu'ils ne lui disent pas bonjour ou ne s'intéressent pas à elle. Alors, ce qui se passe quand deux personnes de culture travaillent ensemble, c'est que les cultures s'entrechoquent. Si on reprend la métaphore de l'iceberg, c'est la partie en dessous de l'eau qui s'entrechoque. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on développe des perceptions, mais qui sont influencées par nos références culturelles, puis on va porter des jugements qui sont influencés par nos cadres de références culturelles. Et parfois, ça peut entraîner des incompréhensions, ça peut nuire aux relations. Alors, comment est-ce qu'on fait pour maintenir ou favoriser les relations harmonieuses et efficaces dans un contexte de travail? Mais la première chose à faire, la première chose qui peut être faite, c'est se poser la question, est-ce qu'il se peut que la personne qui est en face de moi soit habituée à faire autrement? La deuxième chose qui peut être faite, c'est d'aller valider. C'est-à-dire, on ne fait pas l'économie de la communication, puis on valide, on vérifie, on pose des questions à cette personne pour aller voir ce qu'il en est. Une troisième chose qui peut être faite, c'est d'expliquer.
c'est d'aller vers cette personne puis d'expliquer comment est-ce qu'on fait ici. Par exemple, comment est-ce qu'on fait au Canada. Ou alors d'aller vers la personne et d'expliquer comment est-ce qu'on faisait, nous, dans notre pays d'origine ou dans notre ancien milieu de travail, quelles étaient les façons de faire. Parce que finalement, c'est créer un espace ou créer un dialogue où on peut échanger sur nos différentes façons de faire pour justement se rendre compte que, c'est que on a des cadres culturels différents.